Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes, de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mères, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de naissance, de grossesse, mais aussi sur le deuil périnatal. Vous pouvez aller les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Jessica que je reçois dans mon espace. Une femme qui m'a happée par la voix qu'elle porte, par son intention à travers ses accompagnements, ses soins en tant que psychiatre, par son chemin de vie à travers des études de médecine d'abord pour devenir médecin accoucheur, avant de se diriger vers la psychiatrie, par son propre parcours, de sa naissance en Martinique, d'un papa issu d'une lignée qui a été marquée par le poids de la colonisation et de l'esclavage, une femme qui porte un message fort aujourd'hui pour la restauration psychique des personnes ancestralement concernées par l'esclavage et la colonisation. Son passage sur Mamelle était inévitable pour moi. Je vous laisse sans plus tarder écouter ce riche échange, qu'il résonne au plus profond de vous et qu'il voyage auprès des femmes et hommes qui vous entourent. Belle écoute les mamas. Bonjour Jessica. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. C'est un coup de cœur, je dois le dire, en tout cas que j'ai eu en découvrant une de tes publications sur ton compte Instagram. C'est comme ça que je t'ai découvert et j'ai vu ton engagement, et par la suite, on a pu discuter aussi, de ton travail, de ta casquette professionnelle, mais aussi, sur un plan plus personnel de, l'origine de cet engagement que tu portes aujourd'hui, sur, la restauration psychique, des personnes, comme tu le dis, qui sont ancestralement concernés par l'esclavage et la colonisation. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a happée. Je me suis dit que c'était important de pouvoir te tendre le micro pour que tu puisses, nous partager, en tout cas, l'essence, de ton travail, ce qui t'anime aujourd'hui, sur cette question de la restauration psychique de ces personnes. On entend trop peu, en tout cas, ou peut-être un peu mal aussi, parler de ce sujet et pour moi, c'est un véritable honneur de t'avoir, aujourd'hui, Jessica, pour pouvoir en parler. Et peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter, j'ai pas encore dit exactement ton titre, te présenter et nous dire aussi un petit peu, d'où est-ce que tu viens, tes origines, pour pouvoir aussi mieux comprendre la suite de notre échange. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup Marion pour ta présentation et surtout le récit de notre rencontre, parce que c'est vrai que tu es tombée sur un de mes posts, ça t'a tout de suite parlé. Et moi, quand j'ai vu ton profil, le podcast, je me suis dit, waouh, c'est intéressant comme parfois la vie nous met en connexion Exactement. avec les bonnes personnes. Donc, merci beaucoup en tout cas de ce retour. Donc voilà, moi je me présente, je suis le docteur Jessica William, je suis médecin psychiatre et j'ai eu la possibilité de valider mon doctorat en 2016 avec une thèse qui abordait la question effectivement des conséquences psychiques de la violence de l'esclavage sur les personnes qui vivent actuellement. En l'occurrence, la thèse avait lieu en Guadeloupe, mais je m'adressais un peu aux Antilles, puisque j'ai travaillé en Martinique et en Guadeloupe principalement. Et donc, mon travail a consisté à essayer d'analyser ce qui, dans l'éducation notamment, continuait de se transmettre inconsciemment de génération en génération par rapport à cette période de l'esclavage. Et les résultats qui ont été mis à jour sont tout à fait intéressants, ont été extrêmement bien reçus par le jury.
puisque j'ai eu vraiment les mentions les plus importantes qu'on puisse avoir. Et du coup, ça m'a encouragée. Je me suis dit, là, il y a vraiment un travail à faire, à développer, et puis un message à diffuser. C'est-à-dire que je pense que la plupart des personnes qui sont afrodescendantes, mais pas que, parce qu'on a tous, qu'on soit afrodescendant ou pas, des histoires transgénérationnelles, des blessures transgénérationnelles, que chacun d'entre nous puisse un peu se poser la question de savoir qu'est-ce qui, dans mon histoire, continue d'impacter mon présent. Voilà. Donc, C'est ça. c'est vraiment ça aujourd'hui le message que, en tant que psychiatre, j'apporte en individuel dans mes consultations. Et puis, depuis que j'ai commencé à prendre la parole publiquement, bah, de manière plus collective. C'est ça, en fait, l'impact, effectivement, tu l'as dit, en tout cas, le sujet et toi, c'est ton cœur de sujet sur l'afrodescendance, mais en fait, ça impacte vraiment tout le monde, Exactement. cette question, effectivement, des blessures, transgénérationnelles. Alors peut-être pour commencer, Jessica, et ce qui nous a liés aussi, tu l'as dit, c'était, la maternité. On a pu en Oui. parler, tu vas pouvoir décrire aussi dans ton propre parcours et cheminement, que tu es passé aussi par cette étape-là, en tout cas, au plus proche, dans un désir, un souhait, en tout cas, de contacter la maternité et tout ce qui s'ensuit, la périnatalité, dans un premier temps. Mais peut-être, comment toi, tu as vécu ta propre naissance, ta propre enfance à travers justement, cette histoire ou peut-être un poids qui a pu être présent dans ton propre foyer? Tout à fait. Alors, bah, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait aussi cette thèse-là. C'est que je me suis inspirée de mon propre parcours. Je suis donc issue d'une famille métisse, comme on dit, c'est-à-dire que mon père est originaire de la Martinique, ma mère est caucasienne, originaire d'Orléans. J'ai grandi une grande partie de mon enfance à Orléans et une partie de mon enfance en Martinique chez mon père. Et j'ai eu l'occasion, du coup, puisque mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, j'ai eu l'occasion d'éprouver un peu deux finalement contextes d'enfance. Le Mmh. contexte d'enfance en France hexagonale et le contexte d'enfance, enfin plutôt d'adolescence en Martinique, puisque j'ai vécu là-bas avec mon père de mes 14 à 17 ans. C'est vrai que mes parents se sont séparés dans un contexte de violence conjugale extrême. J'ai vraiment vécu tout ce qui peut être très difficile dans ces contextes-là, la violence directe, les problématiques autour de la séparation, autour de la question de la garde des enfants, Mmh. voilà, on a eu beaucoup de mal à se libérer de la question de l'emprise que pouvait Et oui. avoir mon père sur nous, sur ses conjointes, sur voilà, une histoire familiale extrêmement compliquée. C'est pas anodin que je sois devenue psychiatre, je pense, parce que quelque part, on le sait, quand on se dirige vers ses carrières en tant que psychologue, en tant que psychiatre, on est quand même un peu à la recherche de sa Bien propre sûr. guérison. Mmh. Donc mon métier m'a permis d'avoir accès à énormément de clés, de compréhension de ce qui a pu se jouer à cette période-là. Ça m'a aidé aussi à être dans un parcours de cheminement de pardon Mmh. Et oui. vers mes deux parents, hein, la figure paternelle qui a été une figure oppressive et la figure maternelle qui a été une figure bah, en difficulté pour nous protéger. Ouais. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a un travail de pardon à faire aussi des deux côtés. Et puis c'est surtout que quand, si tu veux, mon père avait ce double visage, il pouvait nous aimer extrêmement fort, avoir envie du meilleur pour nous et par moments être capable du pire. Et Mmh. donc, quand je le voyais dans certains moments de violence, j'avais l'impression de ne pas le reconnaître. J'avais l'impression qu'il rentrait dans un espèce de rôle qui ne lui correspondait pas à lui en tant que le bon père, hein, mais Oui, comme s'il incarnait une violence qui était plus grande que lui, plus c'est ça. profonde Mmh. que lui, plus ancienne que lui. Et moi qui avais vécu en France hexagonale, je n'ai pas connu cette violence dans mon quotidien, la violence dont je parle qui était dans mon foyer, mais qui pouvait aussi, que je retrouvais aussi dans d'autres familles, à l'école. En gros, j'avais compris que c'était une violence qui appartenait en quelque sorte à la société antillaise. Ouais. Donc Mmh. très jeune, tu vois, j'ai eu comme ça des espèces d'intuition de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette violence et d'où ça vient. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à mon histoire, notamment à celle de l'esclavage, etc., mais ça m'a paru
une évidence que Mmh. ce que je pouvais noter de certains faits, de certains comportements, de certains propos, hein, il y a beaucoup de Oui. violence verbale quand même, c'était évident pour moi que ça relevait directement de cette époque-là. Donc quand je Mmh. suis devenue médecin, j'ai pris à bras le corps cette idée. J'ai pris, comment dire, parce que j'ai pas toujours été voilà, le sujet de ma thèse au début, bon, je te cache pas que comment dire, mes pairs, c'est-à-dire les Ouais. médecins qui sont censés nous encourager à faire ces travaux de recherche, étaient au début un peu sceptiques en me disant, mais tu sais, il y a de la violence aussi en Ouais. France hexagonale dans les familles. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité en Martinique et en Guadeloupe? Et souvent, je leur répondais, je leur dis, ben, c'est parce que vous n'êtes pas forcément allé en Martinique et en Guadeloupe que vous me posez Ouais. cette question. Parce que si vous venez exercer votre métier de psychiatre en Martinique et en Guadeloupe, vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, il y a Bien une sûr. spécificité. Cette spécificité, elle est criante. Là, je pense que tous les praticiens, que ce soit des professions médicales, paramédicales, qui ont exercé auprès des enfants aux Antilles, auprès des familles globalement aux Antilles, peuvent témoigner du fait qu'il y a une organisation familiale particulière, qu'il y a des violences très spécifiques et particulières, et que moi j'invite tout un chacun d'entre nous, parce que c'est le cas aussi en Afrique, donc j'invite tout un Mmh. chacun des afrodescendants à se dire, mais cette violence, d'où vient-elle et est-ce que j'ai envie de la transmettre à mes enfants? Voilà, moi c'était aussi ça l'enjeu, c'était de me dire un jour je deviendrai maman. À l'époque quand j'ai fait ma thèse, j'étais Mmh. pas encore maman. Un jour je deviendrai maman et je n'ai pas envie que cette violence transite dans les générations qui vont suivre. Alors c'est très C'est ça. compliqué, aujourd'hui Ouais. je suis maman. Bah oui. On en reparlera, on en Oui, reparlera oui. dans la suite du podcast, Ouais. mais tu vois, c'était important Mmh. pour moi quand même voilà, d'essayer de comprendre. Donc, c'est ma propre histoire qui, qui, dont j'ai pu faire une force, qui aujourd'hui a été vraiment la raison pour laquelle j'ai fait ce sujet et la raison pour laquelle aujourd'hui je veux diffuser les résultats de cette étude et bien d'autres analyses. Je Mmh. suis en train d'écrire un livre justement pour vulgariser un petit Ouais. peu les Super. résultats de cette thèse, Ouais. pour les apporter au grand public. C'est vraiment mon engagement aujourd'hui. Ah super. Mais justement, c'est très criant et c'est très parlant, en fait, ce que tu décris, là. Mais peut-être d'emblée, Jessica, je vais te poser une question, c'est vrai qui me vient comme ça. Hem, Quelle est l'importance justement, d'aller dans le passé, peut-être de réveiller aussi beaucoup de choses dans le passé pour mieux construire en fait notre demain, mais aussi pour mieux vivre notre présent. En fait, il y en a beaucoup qui disent: «Il y a pas d'utilité d'aller, voilà, défricher, débroussailler, retourner dans le passé». Mais on se rend compte que comme tu l'as dit, c'est libérateur pour soi, c'est libérateur quand on devient, mère, quand on devient parent aussi pour nos enfants, parce que ça peut avoir un impact, on l'a dit, transgénérationnel en fait. Donc sur nos enfants aussi de demain. Quelle est vraiment, toi, l'importance, en fait, de trouver un juste milieu sur, retourner dans le passé, peut-être pas non plus tu vois, débroussailler, tout rechambouler, en tout cas, tout ressortir, mais quelle est l'importance quand même d'y aller, jeter un œil? Alors, notre psychisme Ouais. fonctionne sur 2 plans. Mmh. Et là, ça va parler, je pense, maintenant à tout le monde, puisque la Ouais. psychanalyse a, depuis plus d'un siècle, a fait son travail. Donc, si tu veux, nous avons une partie de notre esprit auquel nous avons accès, c'est ce qu'on appelle la conscience. Et puis, nous avons une partie de nous-mêmes, de notre esprit, auquel nous n'avons conscience qu'indirectement. C'est-à-dire que nous Mmh. n'y avons pas conscience spontanément. Nous Ouais. pouvons y avoir accès, pardon. Accès, Mmh. nous pouvons y avoir accès à travers un travail d'introspection Mmh. au cours d'une psychothérapie avec un tiers qui nous aide à analyser, à interpréter ce qui se passe. Mais dans cette partie presque sombre, j'ai envie de dire, qu'on appelle l'inconscient, eh bien en fait, il y a tout un tas d'informations Mmh. qui vont résider et qui vont être comme conservées, hein, par une barrière entre notre inconscient et notre conscient, et n'accédera à notre conscience que des choses que dans le moment où nous vivons, nous sommes capables comment dire, d'interpréter. Mmh. Il faut imaginer que notre appareil psychique nous protège. Donc il y a des choses que nous oublions
enfin volontairement, on va dire que dont notre inconscient nous protège C'est pour ça. mieux vivre le présent. Mmh. Il y a des informations que nous sélectionnons parce elles sont considérées au moment présent comme non pertinentes. Mmh. Je vous prends un exemple, quand vous arrivez dans une pièce, votre inconscient a vu exactement tout ce qu'il y a dans la pièce. Mmh. Pourtant, si vous y faites juste un passage furtif, comme dans la salle d'attente d'un praticien, par exemple, et que je vous demande, alors, combien il y avait de livres dans la deuxième étagère de la bibliothèque, vous ne serez pas capable, sauf Mmh. si vous êtes neuroatypique, mais si Ouais. vous êtes neurotypique, vous ne serez pas forcément capable de me dire Mmh. combien il y avait de livres, de quelle couleur étaient ces livres, combien il y avait de chaises, enfin voilà, Mmh. les détails. Votre inconscient l'a vu, il a même enregistré l'information, mais n'accédera à votre conscience que ce que vous avez retenu de pertinent. C'est-à-dire que vous serez Ouais. peut-être capable de dire que la chaise était confortable ou pas, mais Ouais. vous ne serez pas forcément capable de dire combien il y avait de livres dans la salle d'attente. Donc Mmh. voilà comment fonctionne notre appareil psychique. Là, j'ai vulgarisé un peu le fonctionnement Ouais. pour que ce soit plus clair pour tous. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans les premières années de nos vies, dans les premiers mois de vie, on sait que le cerveau, même d'un fœtus, Oui. dans le ventre de sa mère, enregistre des informations qui sont davantage du coup collectées sur la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions, il faut se rappeler qu'elles naissent d'abord dans le corps et Oui. ensuite elles arrivent à notre esprit. Donc en fait, quand on est enfant, on va imprimer énormément de mémoires émotionnelles Mmh. qui vont se stocker dans notre inconscient et qui vont Ouais. plus ou moins devenir conscients à mesure qu'on acquiert ce qu'on appelle des souvenirs. Mmh. Donc, il y a des gens qui ont des souvenirs plus ou moins précoces. Ça peut aller de l'âge de 1 an, les premiers souvenirs, à l'âge de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Il y a des gens qui vous disent, je n'ai pas de souvenirs avant l'âge de 16 ans, par exemple. Mmh. Là, on peut se poser effectivement un peu des questions, mais c'est pour vous dire que on encode des informations quand on est enfant énormément dans notre inconscient et les souvenirs conscients n'apparaissent qu'au fur et à mesure de notre existence. Seulement, on va vivre des émotions parfois très fortes quand on est enfant et notamment quand on est baigné dans des environnements de violence, Comme, de séparation, de mmh. guerre, enfin tout un tas de circonstances qui peuvent impacter très fortement nos émotions. Et tout ça va laisser des traces. Tout ça va laisser aussi ce qu'on appelle des schémas mentaux. C'est-à-dire qu'enfant, on va faire face à notre environnement et on va vivre des choses. On a des très bonnes capacités d'adaptation quand on est enfant, notamment pour survivre. Mais du coup, on va créer ce qu'on appelle des schémas, c'est-à-dire A plus B égale C. C'est-à-dire maman plus papa égale dispute. Ben, Et oui, c'est ça. inconsciemment, un homme, une femme ensemble dans la même maison égale dispute. Oui, Donc, c'est ça. par exemple, ça va donner lieu à des schémas d'affectifs évitants à l'âge Mmh. adulte. Et la personne va venir consulter en disant je comprends pas, j'arrive pas à établir de relations saines, de relations stables, je fuis mon couple, je fuis ma conjointe ou mon conjoint dès que je sens que il se rapproche trop, dès que je sens que c'est trop fort émotionnellement, Mmh. peut-être qu'il y a un schéma inconscient à ce moment-là qui vient dire oui mais chez moi le couple est associé à la notion de conflit. Mmh. Ce qui est magique en psychologie, c'est que à tout moment, ces schémas conscients, schémas mentaux inconscients justement, peuvent évoluer. Et C'est c'est ça, en ce fait. qui se passe Mmh. en thérapie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met le doigt sur le schéma, déjà on a fait une petite partie du travail, une grosse partie du travail, je Ouais. dirais même, et après on fait des processus pour libérer ces schémas-là, Mmh. soit en utilisant de la programmation neurolinguistique, Ouais. soit moi je travaille beaucoup avec la question des courriers adressés, hein, c'est-à-dire Mmh. des courriers qu'on s'adresse à soi-même, qu'on adresse à l'autre pour briser Ouais. véritablement les schémas. Et on se rend compte que le sujet va adopter une nouvelle posture à partir de nouveaux schémas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de faire l'expérience désormais, maintenant que j'ai pris conscience que ce schéma, je me l'étais inscrit en moi-même, il m'a aidé à survivre à un moment donné, mais aujourd'hui, il ne me sert plus, un peu comme l'armure d'un chevalier qui rentre du champ de bataille. Elle devient Ouais. trop lourde à Mmh. porter une fois qu'on n'est plus C'est dans le ça. champ de bataille. Hein. Est-ce que j'accepte de déposer cette armure pour me vêtir d'un vêtement plus léger, plus Ouais. soyeux, plus harmonieux, plus en Mmh. phase avec ce que je suis dans l'instant présent. Mmh.
Tu parles Donc c justement de violence, Jessica, est-ce que sous le prisme de la colonisation, de l'esclavage, et vraiment dans ta spécialité, on va dire, sur l'afrodescendance, la violence, elle est vraiment omniprésente, mais justement, j'aimerais bien savoir, sur quelle, comment dirais-je? Sur quelle relation? Est-ce que c'est homme-femme ou est-ce que, par exemple, quel est, toi, le statut aussi de la femme que tu perçois dans, ces traumatismes qui sont intergénérationnels? Le statut de l'homme justement et d'où est-ce que ça découle justement de cette vision qu'ont pu, percevoir, les ancêtres, du fait de la colonisation ou de l'esclavage? Merci pour ta question, c'est extrêmement pertinent. On va Mmh. rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Mmh. Pour mieux comprendre ce qui s'est joué au niveau psychologique, j'ai C'est dû ça. énormément apprendre de l'histoire. Oui. C'est-à-dire que là, il faut être Mmh. extrêmement pointu sur ce qui s'est joué pendant la période de l'esclavage et de la colonisation. Donc, je suis remontée jusqu'aux sociétés, bien sûr, qui n'ont, avant la rencontre avec le monde occidental, Oui. ce qu'était l'Afrique avant la rencontre avec le monde occidental, en sachant que l'Afrique, il faut le savoir, au XIIe siècle, entretenait des liens très forts, par exemple, avec le monde arabe, avec le monde asiatique également, puisqu'elle commerçait déjà avec le monde asiatique. Ça, c'est un pan de l'histoire qui est un peu mis en sourdine, mais c'est important aussi que les afrodescendants aient conscience que avant la rencontre avec l'Occident et ce rapport de force très inégal qui s'est créé du fait de l'arme à feu notamment, hein, qui a créé un rapport de force très inégalitaire et qui a expliqué la domination militaire très forte que l'homme occidental a eue sur le continent africain. Il faut Oui. savoir que le continent africain était un continent riche et prospère. Et Mmh. ça, justement, les récits des premiers explorateurs occidentaux le montrent très bien. Il y avait des systèmes de justice, d'organisation de Oui. la santé, d'organisation de la santé publique. On n'était pas du tout dans une situation misérable telle que Oui. le continent a pu le connaître à l'issue de la colonisation. Mmh. Ensuite, il y a eu la rencontre avec les Occidentaux, qui d'abord n'a pas été un rapport de domination, hein. Il y a eu à peu près 80 à 100 ans de collaboration commerciale, notamment Mmh. entre le Royaume du Portugal et le Royaume Congo. Il y a des preuves aujourd'hui qui montrent qu'il y avait des Africains qui étaient en nombre au Portugal. Certains avaient un statut d'esclave, d'autres avaient un statut de noble. Il y a de l'artisanat d'art qui a été retrouvé dans la cour portugaise et qui les historiens ont réussi à retracer la trace de cet artisanat, notamment à travers l'ivoire sur Oui. certaines zones du royaume Congo, avec des factures à la clé. Donc ces biens n'étaient pas issus de pillage, ils étaient issus véritablement d'échanges commerciaux Oui. avec les royaumes Congo. Et puis progressivement, à mesure que les Occidentaux investissent l'Amérique, à mesure que les Occidentaux se rendent compte qu'eux-mêmes ne peuvent pas travailler la canne, enfin, dans les premiers temps, c'était des petites plantations de café, de coton, de sucre. Ils ne peuvent pas, sous le climat, sous les maladies tropicales, travailler ces matières premières. Alors commence effectivement le grand pillage de main-d'œuvre à travers des esclaves issus donc de l'Afrique, du continent, vers les États-Unis, enfin donc toute la chaîne de l'Amérique, Mmh. et l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et les Antilles. Et pendant 2 siècles et demi, va s'opérer une véritable multinationalisation de cette entreprise macabre, avec donc unité de production à un point A, unité de commercialisation à un point B, et un gros, comment dire, une grosse source de main-d'œuvre. Vous rajoutez à ça en Afrique des conflits entre les rois Oui. pour justement, comment dire, diviser pour mieux régner, vous savez, Oui, hein, c'est ça. porte-moi Mmh. telle quantité d'esclaves, je te livrerai telle quantité d'armes, etc., Mmh. etc., pendant plusieurs siècles. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser un peu plus à ce qui s'est passé sur les plantations. Donc, il faut savoir que quand vous étiez capturé sur le continent, vous étiez complètement privé de toute forme d'humanité. Vous Mmh. deveniez un bien meuble. C'est Donc, ça. vous êtes coupé de votre famille, de votre terre,
de votre histoire, de votre culture. Le voyage dure 3 mois, au cours desquels vous subissez de nombreux traumatismes, privation de nourriture, mauvais traitements, maltraitance, parfois des viols. Mmh. Les viols commençaient déjà sur les cargaisons de bateaux, les femmes arrivaient parfois enceintes Mmh. sur les plantations. Les esclaves étaient vendus. Sur les plantations, ils avaient un statut. Et alors là, c'est là que commence, si tu veux, l'organisation sociale dans les sociétés esclavagistes, basée quasiment uniquement sur la question de la couleur de peau. Oui. Plus vous étiez foncé, plus vous aviez ce qu'ils appelaient un morphotype négroïde proche de l'Africain qui venait d'arriver, plus vous étiez bas dans l'échelle sociale, OK. plus Mmh. vous vous rapprochiez des critères de beauté et de la blancheur, et plus vous étiez élevé dans l'échelle sociale. Mmh. Donc, il faut savoir qu'il y a eu véritablement une hiérarchisation Et oui. de votre condition humaine en fonction de votre couleur de peau. Mmh. Ce qui fait que les personnes qui avaient ma couleur, par exemple, étaient considérées comme plus élevées Mmh. dans l'échelle sociale que des personnes qui étaient très foncées. Mmh. Et puis, ce qui est important dans la compréhension de l'organisation familiale, c'est que, diviser pour mieux régner, encore une fois, sur les plantations, pendant très longtemps, les esclaves n'ont pas eu la possibilité de faire famille, de Mmh. former famille. Parce que la famille, c'est le premier groupe, hein, qui va donc être source de réconfort, de soutien, mais aussi potentiellement, qui dit groupe, qui dit union, qui dit force, hein. Ouais, Et donc, bien sûr. il faut comprendre que les esclavagistes ont toujours été en minorité en termes de nombre dans cette société esclavagiste et qui se sentaient extrêmement menacés en permanence par toutes les formes de révolte qu'il y a eu en grand nombre et qui pouvait y avoir sur les exploitations. Et donc, il a fallu mettre en place des stratégies parfois très vicieuses pour faire que les esclaves ne puissent se réunir le moins C'est possible, ça. Mmh. pour ne pas prendre le risque qu'ils se liguent Mmh. pour attaquer finalement la figure oppressive. Ça a été très très loin, hein, attention, parce que donc hommes et femmes ne pouvaient pas se marier. Non. Si vous convoitiez une femme et que le maître observait cette convoitise, il pouvait très bien décider de demander à cette femme de venir coucher avec lui. Enfin, il Mmh. ne demandait pas d'ailleurs, hein, mais Non. vous Mmh. voyez, c'était je me Ouais. sers, quoi. Je vais te montrer que c'est moi, hein, qui domine tout, Mmh. tous les champs de ton existence. Je peux prendre ton enfant, je peux le vendre Mmh. à mon voisin. Mmh. Je peux prendre ton enfant, je peux le torturer si toi tu as fait une connerie. Ouais. Je vais me servir de tout ce à quoi tu tiens pour t'atteindre, Mmh. hein. Donc, on est sur un niveau de torture psychologique, je pense, qui est de ce que l'humain peut faire de pire, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent encore, qui existent encore. Oui, Donc, c'est ce que j'allais dire. Mmh. et oui, Mmh. ça a existé chez nous. Et il faut reconnaître que malheureusement, c'est encore des choses qui sont à Oui, l'œuvre aujourd'hui. C'est terrible. il faut le dire, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Mais donc, si tu veux, c'est en analysant toute cette organisation sur la plantation que je me Mmh. suis dit, mais attends, nous, on s'est libérés de ça il y a 5 générations. Ouais. 5 générations. 5 générations, c'est la libération sur papier. Ouais. Mmh. Moi, il y a 3 générations, ma grand-mère coupait de la canne dans les champs du Vauclin avec un monsieur qui était sur un cheval, il avait un fouet. Waouh. Mmh. Il n'avait plus légalement le droit de s'en servir, Ouais. mais c'était là. C'était il y a Alors ça trois veut dire que générations. là, tu touches aussi ce lien d'aliénation qui reste ancré, en fait, mine de rien. Exactement, Oui, exactement. C'est pas parce que vous dites à des gens, allez, vous êtes c'est ça. libres, c'est parti, on y Ouais, va. c'est vraiment, Enfin, c'est un marqueur, en fait, qui a été,
Mmh. Tu vois? Quand j'énonce là je suis désolée, peut-être que je vais choquer un peu, Non, parce que c'est dur d'entendre ça, tu vois? mais il C'est faut vraiment Jessica. À un moment dur, donné, il faut y aller quoi, parce que si personne, enfin si tout le tu monde pense vois? que c'est dur et tout, on n'avance pas quoi, donc On n'avance pas. La ouais, 1re chose que j'ai la première réflexion où je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?» C'est quand je suis arrivée aux Antilles, j'avais 14 ans, j'ai observé le lien mère-enfant. Je me ouais. suis dit: «Là, il y a quelque chose de très spécifique», parce que je Mmh. sentais que ces femmes très fortes, hein, aux Antilles, on a vraiment, pour survivre Ouais, à tout ce que je viens de t'énoncer, ouais, il faut avoir un mental d'acier. Hem, je sentais que ces femmes très fortes étaient prêtes à mourir 10 fois pour leur môme, mais pas de contact physique ou très peu. Ou ouais, parfois même, j'ai vu, des femmes repousser leur enfant qui venait leur faire un câlin, tu vois? Et moi qui chez ma mère, on était, plutôt, tu vois, du côté maternel dans un truc un peu très, on s'embrasse, on se prend dans les bras et tout. Bah, du coup, forcément, ça m'a manqué aussi, mais parce que j'étais ouais, pas avec ma mère quand je suis allée vivre, aux Antilles. Et ouais, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe?» Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avoir autant, d'affection, être capable d'autant de sacrifices. Il y avait vraiment cette notion de se sacrifier ouais, pour ses enfants et en même temps, heu, refuser tout contact physique, charnel, ouais, presque vouloir mettre à distance tu vois, ce lien affectif. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu, de manière très claire. Je me suis dit: «Oui, mais attends. Tu mets au monde des enfants, parfois même enfin, souvent, pendant l'esclavage, si tu veux, les hommes et les femmes étaient vécus comme des animaux, donc c'était des oui, êtres reproducteurs. Donc tu ne choisissais pas forcément la personne avec qui tu allais, oui, enfanter. Si, oui, le maître, choisissait un des «étalons», entre guillemets, tu vois? ouais, Et te disait: «Bah, voilà, hop, allez, il faut me faire un gosse là», entre guillemets, mmh, je caricature. mmh, Ça veut dire que déjà ton enfant, il est issu d'un viol. oui, Hem, ensuite, ton enfant, il peut à tout moment, t'être séparé. C'est-à-dire que ouais, légalement, le maître ne pouvait pas vendre avant, les sources, sont entre 6 et 12 ans. mmh, Je crois que le code noir, à un moment donné, pose, l'âge de 12 ans. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. ouais, Mais on sait très bien que c'était très, très mal respecté bien sûr, dans la bien réalité. sûr. À tout moment, si le maître a besoin de se faire des sous, il peut vendre ton gosse. Mmh, Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que ces femmes, elles sont prêtes à tout. Elles peuvent mourir pour leur gamin, mais il faut à un moment donné se préparer à ce qu'il soit mmh, capable de plus être là à tout moment. Donc ouais, ça veut dire être capable de lui apprendre très tôt à se débrouiller, à être mmh, autonome, et éviter, cet attachement très fort pour se physique, ouais, protéger de la douleur, de l'arrachement, mmh, de l'arrachement. Quand je suis devenue maman, je l'ai ressenti extrêmement fort. J'avais peur qu'on me prenne mon enfant. C'était une peur inconsciente sur laquelle j'ai dû travailler, j'ai dû me libérer de mémoires transgénérationnelles, ouais, véritablement. Et mmh. dans la communauté, je connais énormément de femmes qui ont ces mêmes angoisses qui apparaissent quand elles mettent au monde un enfant. La peur qu'on leur arrache. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, vu aussi et perçu? Parce qu'on l'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'avant de te lancer dans cette voie et dans ce chemin-là de la psychiatrie, tu es passé aussi par, un autre métier qui nous a aussi, c'était le fruit du non-hasard encore une fois, réunis, sur ce podcast aussi, pour, peut-être être aussi médecin accoucheur. Mais est-ce que justement tu as pu percevoir ça, ces constats, lorsque tu étais dans ce début de cheminement? Oui, tout à fait. Alors, donc pour que nos auditeurs comprennent bien, Oui. moi, au départ, je me suis vraiment engagée dans les études de médecine pour devenir je voulais devenir sage-femme. Et Ouais, puis, il fallait faire, ça venait juste de passer la réforme du tronc commun entre les études de sage-femme et les études de médecine. Et tu vois, là, je remercie le père que j'ai eu qui a pu à certains moments être une figure porteuse ouais. aussi. Hein, on ne peut pas se résumer qu'à une seule caractéristique qui m'a vraiment encouragée, qui m'a dit mais t'es capable de faire médecine, vas-y. J'y suis allée. Et effectivement, je partais bien en tête quand je suis passée en deuxième année, hop, j'allais être médecin accoucheur. Mais avec une ambition, c'était d'aider les femmes à pouvoir vivre une maternité la plus naturelle possible. Moi, j'ai un peu baigné dans cet environnement par ma mère
qui a accouché de manière très naturelle dans une maternité à l'époque, qui était précursrice à Pithiviers, avec l'obstétricien Michel Audin, qui accompagnait Oui, les femmes véritablement dans des projets de naissance ultra naturels. À l'époque, à Pithiviers, ça a été une des premières maternités à développer l'accouchement, voilà, au naturel, sans péridurale, ouais, dans physiologique. l'eau. Mmh. Voilà. Donc, j'étais inspirée de ça et j'avais vraiment cette intuition que le corps des femmes est bien fait et que la médecine occidentale nous a beaucoup coupé de notre intuition en Bah tant que oui, femme pour accompagner les enfants à venir au monde. Et donc, j'avais un peu cette intuition que il est possible, parce que je l'ai vécu, du coup, j'ai vécu une naissance physiologique, tout ce qu'il y a de plus sain. Donc, j'avais envie de développer un peu dans la médecine conventionnelle cet aspect-là. Et mmh, puis, au cours de mes études, j'ai été confrontée à la violence obstétricale, véritablement. J'ai été confrontée à tout un tas de choses qui m'ont finalement m'ont fait dire que même sur les 5 ans d'études que j'aurais à faire, j'y arriverais pas. J'arriverais pas à ouais, porter ce masque, à faire semblant de charcuter des périnées, à utiliser des forceps alors que, enfin bon, oui, des fois c'est nécessaire, mais bien sûr, mais ouais, c'est pas en mettant une femme allongée avec une péridurale sans qu'elle puisse se mobiliser qu'on va bien sûr. arranger la situation. Donc voilà. Et puis, dans le même temps où je commence à remettre en question cette orientation, là, je fais mon premier stage en psychiatrie. Ouais, Du coup, tu mmh. vois, ça a été un peu une évidence que finalement ma place, elle était plutôt là, sachant que finalement, c'est pas si incompatible parce que, Mais euh, non, tellement pas. tu Bien au vois, contraire et tu peux voilà, agir avant, tu vois? Sur ce processus de on va donner un enfant, enfanter, on peut agir en amont avant de donner naissance parce que c'est vrai que quand on devient mère, il y a beaucoup de choses qui remontent aussi à la exactement. surface et donc c'est là où je trouve beau ton parcours et ton cheminement, c'est que c'est pas du tout pour moi, déconnecté l'un et l'autre, c'est vraiment le même parcours et tu viens aussi aider à ta manière et accompagner à ta manière, en fait, les mères, enfin les femmes qui deviennent mères et nos enfants, Tout surtout. à fait. Et tu vois, quand je suis devenue maman pour la première fois, je vais te Ouais. dire, pour mon accouchement, ce qui m'a le plus aidée, Mmh. c'est le récit d'autres mamans. Ouais. Donc, c'est pour ça que ton podcast Mmh. me parle beaucoup, parce que je pense que ce qui aide le plus, y compris dans l'éducation des enfants, c'est l'expérience de ses pairs, Mmh. Ouais. P-A-I-R-S. Vraiment. Et c'est pour Ouais. ça qu'on dit il faut tout un village pour élever des enfants, pas Mmh. uniquement Mmh. pour que l'autorité soit diffractée et que C'est ça. les valeurs soient portées par plusieurs personnes, mais aussi parce que le groupe Mmh. va apprendre à tous ceux qui sont en train de vivre l'expérience. Exactement. C'est-à-dire que on le voit quand je suis, moi, voilà, j'ai le père de mes enfants est du Burkina Faso, je connais ce pays, c'est mon pays d'adoption. J'ai vu comment les femmes mettent au monde leurs Mmh. enfants et comment elles s'entourent d'autres femmes C'est pendant les ça. premières semaines, voire mois de la vie de leur bébé. C'est déterminant. Je crois que Ce fameux village dont on parle, ouais, ouais. c'est ça. On apprend à devenir mère en s'imprégnant de l'expérience d'autres femmes. Et Mmh. ça rassure, ça peut C'est inquiéter nourricier. aussi, mais Mmh. moi, c'est grâce aussi, enfin vraiment, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, moi j'ai beaucoup visualisé la question de l'ouverture, j'étais sur de la visualisation, je voyais mon col qui s'ouvrait et Ouais. j'ai travaillé ça du coup un peu sur des techniques d'hypnose, de respiration, ça m'a beaucoup aidé, j'ai eu cette chance de pouvoir bénéficier d'un cadre qui m'a permis Ouais. d'accoucher de manière totalement physiologique et voilà, je suis très contente de mes Mmh. 2 accouchements dont je n'ai pas souffert parce que j'ai pu mettre en place des techniques qui C'est m'ont ça. aidé à vivre la douleur, qui m'ont aidé à Mmh. accompagner la douleur. Il y a même des femmes qui transforment la douleur au point de ressentir une grosse décharge de dopamine et de plaisir. On appelle Ouais. ça l'orgasmic burst. Ça peut Ouais. paraître totalement Mais c'est dément, vrai. mais J'en ai eu, j'ai des témoignages. et oui, et physiologiquement, c'est tout à fait compréhensible parce que Ouais. l'ocytocine qui va être à l'origine de la contraction de l'utérus, c'est exactement la même hormone qui, dans le cerveau, va impliquer le plaisir orgasmique. Bah oui. Mmh. Sauf que c'est là qu'on voit que le pouvoir de la pensée est déterminant.
Dans des cultures où vous avez le droit d'accoucher dans l'orgasme, eh Mmh. bien, c'est une norme. Et ça, je Oui, vous assure qu'il y a des cultures qui sont dans des transes euh, oui, c'est vrai. lorsqu'elles accouchent. Nous, nous sommes issus d'une société judéo-chrétienne dans laquelle il est inscrit dans notre inconscient, tu enfanteras dans la douleur. Et en fonction de ces schémas inconscients, l'ocytocine ne va pas provoquer le même effet, ne va pas toucher les mêmes récepteurs cérébraux. Selon que vous vous conformiez à vivre votre accouchement de manière extrêmement douloureuse, vous avez plus de risques de le vivre de manière très douloureuse que si vous vous conformez à le vivre sur un mode moins douloureux, non douloureux, voire orgasmique. La douleur est réelle, hein, la douleur est présente, mais le cerveau Elle a fait cette, partie du process, bien sûr. elle fait Mmh. partie du process. Mais le cerveau a la capacité de transfigurer cette émotion, cette sensation en quelque chose de puissant. Voilà. Donc, oui, Peut comme tu dis, c'est pas incompatible. Non, du tout, du tout, du tout et peut-être aussi, dans les personnes que tu reçois, Jessica, actuellement, je parle là vraiment plus sous le prisme des femmes, en tout cas, que tu reçois actuellement. Est-ce que tu vois des traumatismes, si je puis dire, qui sont peut-être, différents, plus allégés, suivant, leur tranche d'âge? Tu vois, un peu où est-ce que je veux en venir dans cette question? Dans le sens où, est-ce que tu vois peut-être la jeunesse ou peut-être plus vers les trentenaires, moins d'impact dans les traumatismes qu'il y a pu avoir sur cette lignée, d'esclavage, de colonisation? Mitigé. Vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui se répètent, même si je suis très, très contente de constater que les jeunes de la communauté en ce moment se posent beaucoup de questions. Il y a un vrai mouvement de transformation. Il y a énormément de personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour accompagner, que ce soit des coachs, des thérapeutes, pour accompagner les afrodescendants à aller dans un processus de libération émotionnelle et transgénérationnelle. Énormément. Donc, je suis ravie, je fais partie de ce mouvement et je suis ravie de voir que vraiment c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Ça veut dire qu'il y a une demande très forte. Il y a une demande très forte. Après, je trouve que il y a encore beaucoup de choses qui se répètent et notamment, je vais te dire, sur le plan affectif. Il y aurait des lignes et des lignes et des lignes à écrire sur les relations hommes-femmes dans la communauté afro, pas que d'ailleurs, hein, mais nous avons, du fait de ce que je t'ai expliqué très brièvement sur l'organisation dans les sociétés esclavagistes, des hommes, par exemple, qui ont été privés de faire famille, qui ont été, qui ont été identifiés comme des animaux reproducteurs, qui ont du mal à se poser dans un foyer, qui vont parfois avoir plusieurs mêmes foyers. Alors ça, c'était très courant dans les années 60, 70, 80. Ça allait quand même un peu moins maintenant. Mais on voit quand même que ce qui revient dans le discours de beaucoup de femmes, c'est je souffre parce que je n'arrive pas cet homme n'arrive pas à se poser dans ce foyer, par exemple. Et puis, il y a des hommes qui en souffrent aussi en se disant, mais je vois bien que je fais souffrir ma partenaire. J'ai même quelqu'un un jour qui m'a dit, mais moi, j'ai vécu une période de ma vie, je pouvais être amoureux de ma conjointe, véritablement amoureux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. C'est un exemple. Et ça, pour moi, ça répond effectivement à des schémas transgénérationnels. Pourquoi je peux me le permettre de le dire? Parce que l'infidélité n'est pas quelque chose de propre à la communauté afrodescendante, bien, Non. bien loin de là. Mmh. Néanmoins, les schémas qui ont tendance à se répéter de manière quand même souvent très identique d'une famille à une autre, ça, c'est évocateur. C'est-à-dire que si ça ne se répétait pas de manière si presque cliché, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, c'est juste la vie humaine qui fait que, à un moment donné, on se pose des questions comme on est amené à s'en poser en France hexagonale très tranquillement. Chacun a son schéma. Il y a plein de schémas différents et patati patata. Aux Antilles, si on fait des statistiques, sur 100 familles, quand vous avez une récurrence de certaines problématiques, d'un certain schéma familial, de certaines choses qui se répètent, forcément, vous n'attribuez plus ça au hasard. C'est les statistiques qui parlent. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui,
Si on parle des mots MAUX qui traversent encore la communauté afrodescendante, il y a tout ce qu'on va qualifier des répétitions traumatiques en lien avec les traumatismes sexuels, très nombreux. Ah oui, Les situations d'inceste qui se répètent de génération en génération, c'est vrai. les agressions sexuelles, l'hypersexualisation de la jeunesse, Mmh. qui fait souffrir. Parce que Mmh. l'hypersexualisation en soi, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais quand elle est source de souffrance, là, Bien sûr. voilà, il Mmh. y a quelque chose à essayer d'analyser. Et puis après, ce que je constate aussi, c'est que d'un point de vue, par exemple, entrepreneurial, Oui. là, il y a énormément de schémas mentaux. Et d'ailleurs, je travaille un peu en parallèle de mon activité de médecin Ouais. pour aussi accompagner des personnes qui ont envie de développer leur activité, de devenir un peu plus maître de leur destinée et qui, en fait, doivent dépasser énormément de barrières qui sont liées à du conformisme social. Comme on a été relégué du fait de l'organisation raciste de cette société à une époque, on a été relégué à certains rangs, on ne pouvait pas sortir de certains rangs, ou alors, parce qu'heureusement, il y a quand même toujours des exemples contraires, mais quelque part, il faut dépasser certains schémas, certaines croyances qui là, sont issues d'un héritage soit épigénétique, mais aussi verbal, comportemental, dans la famille. Sortir de ces schémas-là pour vraiment atteindre son plein potentiel. Donc, il y a encore quand même beaucoup de choses à travailler, même si je suis d'accord avec toi, globalement, aujourd'hui, là, je ressens un mouvement très, très fort, très axé sur la question du développement personnel, ce à quoi on était peut-être un petit peu plus hermétique il y a 10 ans. Voilà. C'est vrai, mais en fait, il peut y avoir ce mouvement, mais ça ne veut pas dire forcément que les personnes concernées vont aller, tu vois, en tout cas suivre des thérapies, ou en tout cas venir, te consulter, tu vois? Il peut y avoir ce mouvement, ce qui est très positif justement puisqu'il permet d'informer et d'ouvrir justement ce regard sur cette thématique. Mais en parallèle et là, c'est vrai que je vois peut-être un petit peu le côté noir, mais j'ai envie de dire, en tout cas nous, si je regarde l'enseignement qui est fait, qui est véhiculé, on conserve quand même, à travers les livres d'histoire, dans l'éducation nationale, ce prisme-là de la colonisation et de l'esclavage, de la terre africaine notamment particulièrement et en ce sens-là, pour moi, il y a pas d'avancement en tout cas, aujourd'hui. D'accord. Tu veux dire pas d'avancement sur la façon dont l'Occident perçoit les afrodescendants? Exactement, Ouais. exactement. Là-dessus, en Mmh. fait, ce marqueur Mmh. sur ce lien d'aliénation dont on parlait, en fait, tout à l'heure, Oui. c'est Mmh. vrai qu'en fait, c'est vous qui portez ce mouvement, mais j'ai quand même l'impression que d'un point de vue, si on met cette casquette un peu plus occidentale, elle n'est pas portée encore suffisamment pour, pouvoir, enlever, ce côté exclusif du lien d'aliénation, en fait, qui est en tout cas encore, véhiculé dans les livres d'histoire que l'on met entre les mains de nos enfants. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un vrai travail à faire. C'est ce que je disais dans la dernière émission qu'on a fait, sur les funérailles des tabous avec Fanny Glissant. Tu sais, Fanny Glissant, c'est cette, réalisatrice, productrice qui a produit, le film Origine et le Oui, reportage Origine et également, la série de 4 reportages qui s'appelle Les routes de l'esclavage et je vous invite véritablement à oui, aller, voir, ces reportages qui sont d'une grande qualité, d'une grande richesse ouais. pour meilleure compréhension justement de cette partie de l'histoire. Et ce qu'on se disait, c'était que effectivement, il est important que les afrodescendants se libèrent de Oui, l'aliénation et des traumatismes transgénérationnels, c'est sûr, mais il est d'autant plus important aussi que l'État français et puis que tout un chacun d'entre nous qui oui, vivons en France connaissent cette histoire, bien s'en sûr, empare parce que ça continue malheureusement d'infuser de c'est manière ça. très sournoise nos quotidiens, nos habitudes, et surtout, ça génère à un moment donné aussi des défenses. C'est-à-dire que moi, j'entends des gens dire, en tant que caucasien, je n'ai pas à porter la culpabilité de ce que l'État français a fait à tel endroit. Mais évidemment, évidemment, on va pas, il ne s'agit pas de demander à une personne qui est caucasienne de porter une quelconque responsabilité. Non. Par contre, l'État l'État en tant que figure symbolique Mmh. euh, se doit, à mon sens, d'effectuer un travail de reconnaissance. Pourquoi? Parce que la reconnaissance évite la répétition. C'est-à-dire que le plus gros danger que j'identifie
au fait d'être toujours un peu dans l'ambivalence, dans le oui mais, dans le oui mais, voilà, on est dans le oui mais là en ce moment, dans le positionnement, enfin depuis nombreuses années, hein, mais moi c'est ce que j'entends beaucoup, c'est pas suffisamment franc, hein, la question de la reconnaissance sur cette question de la colonisation, aussi parce qu'il y a des processus qu'on appelle néocolonisation qui sont un peu toujours à l'œuvre quand même, Oui, oui, donc c'est pour ça que je me permets de dire et d'ouvrir aussi ce débat-là, parce que c'est important de le dire. exactement. Ah Hein, oui, comment reconnaître un comportement défaillant alors même qu'on est toujours dans ce comportement défaillant? Donc exactement. C'est pour ça que je dis que c'est difficile du point de vue de l'État français. exactement et Ouais, pourtant c'est déterminant parce qu'on voit bien que du coup, ce qui se joue à l'échelle du citoyen lambda, qui n'est pas dans les affaires politiques, mais qui entend ce discours ambivalent, bah, c'est l'intériorisation de l'ambivalence. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, on constate que le racisme va être considéré d'un point de vue médiatique comme une façon de penser, alors qu'il faut rappeler en permanence qu'il s'agit là d'un délit. Ce n'est pas une façon de penser le racisme, c'est un délit pénalement exactement, reconnu. bien Donc, sûr, normalement, il ne devrait pas y avoir, si tu veux, à partir du moment où la loi pose ce cadre, bien il sûr, devrait normalement pas y avoir d'ambivalence sur la question de dire ah oui mais bon moi je considère que après tout un tel a moins le droit d'exister qu'un autre. bien Non, sûr. normalement ce genre de discours devrait être pénalement puni. Ça l'est un peu en surface, il y a certaines personnes qui sont Oui, condamnées, qui continuent de réapparaître dans la bien sphère sûr, médiatique bien sûr. sans quasiment aucune forme de censure. Moi, j'y vois un gros danger parce qu'encore une fois, à partir du moment où la figure symbolique étatique n'est pas capable de se protéger de ces phénomènes-là, elle risque de répéter des phénomènes qui ont déjà existé dans l'histoire. Totalement. Et c'est ma grande crainte. C'est C'est dangereux. pour ça que voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui. Après, Mmh. il y a un message que je lance, c'est que quelque part, n'attendons pas forcément que l'État soit à l'initiative de cette reconnaissance. Je trouve que des podcasts comme le tien, je trouve que des milliers d'initiatives sur les réseaux sont faites aujourd'hui par des citoyens lambda pour justement que la parole circule, pour faire que des personnes qui ne se sentaient pas forcément directement concernées par cette histoire de l'esclavage et de la colonisation puissent en fait réaliser ah ben si en fait mon oncle qui a vécu 10 ans au Sénégal pendant une partie de sa vie, en fait, je comprends qu'il était architecte pour les ponts et chaussées, qu'il a construit des routes sur la colonisation. Moi, j'ai une partie de ma famille maternelle qui a une histoire avec la colonisation au Vietnam. Ouais. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Mmh. enfin, je le dis aujourd'hui ouvertement, j'ai une partie de mon histoire paternelle qui est concernée par l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. J'ai une partie de ma famille maternelle qui est concernée par l'histoire de la colonisation sur le versant de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire avec une plantation d'EVA au Vietnam. J'ai aussi les subtilités de ce que cela pouvait représenter, c'est-à-dire qu'à une époque, ça représentait une opportunité pour certaines personnes d'aller investir dans les colonies, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, etc. Et ces personnes sur place, elles ont œuvré dans le sens effectivement d'entreprise et chacun avait sa façon de mettre en place des politiques qui n'ont pas toujours été aussi unanimement brutales et barbares. Tu vois, ça m'a aussi permis de comprendre toute la subtilité que cette période, elle a impliqué. Euh, Néanmoins, peut-être investissons le terrain et se réunir comme on le fait aujourd'hui, offrir quelque part cette réflexion à des personnes qui sont moins concernées directement par cette histoire, c'est voilà, éveiller un peu les consciences en disant mais il n'y a pas de culpabilité aujourd'hui à porter. Par contre, utilisons ces faits historiques pour éviter au maximum qu'ils ne se répètent. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est Et ça, nous ça. avons tous un devoir là-dessus, que Ouais, nous soyons je pense, descendants. oui. Voilà. Utilisons aussi ce que peut nous mettre en évidence cette histoire par rapport notamment au schéma transgénérationnel dans nos vies. Parce que moi, je peux te citer, par exemple, allez, on va citer un exemple tout simple que j'ai eu en consultation il n'y a pas très longtemps. Une personne caucasienne, pas du tout concernée par la question du transgénérationnel de l'esclavage ou de la colonisation,
qui m'explique qu'elle a des angoisses terribles. Cette personne est gênée, vraiment impactée depuis des dizaines d'années par des TOC qui se sont améliorés du fait des traitements, mais il persiste un symptôme très résistant qui est qu'il a peur d'écraser des gens en voiture. Voilà, quand il va au travail, par exemple, il est obligé de faire demi-tour donc, pour vérifier qu'il a écrasé personne. Et allez expliquer à votre patron pour la raison pour laquelle vous êtes Bah en oui, retard. bah oui, je me doute, ouais, ouais. Et lui, il dit, mais ça défie l'entendement. Bien sûr que normalement, je devrais me dire que j'ai écrasé personne parce que quand même, ça se voit quand on écrase quelqu'un. Ça s'entend un peu, Bah oui, ouais, ça se ouais. remarque. Bah Mais non, oui. c'est plus fort Ouais, que lui. Il faut qu'il retourne sur les lieux, il faut qu'il vérifie à plusieurs reprises. Et ouais. alors moi, c'était une des premières fois que je le rencontrais puisque je reprenais le suivi. Et je lui dis, mais alors, expliquez-moi là, parce que si on réfléchit en termes de symbolique, hein, si on sort du symptôme à proprement parler et qu'on réfléchit en termes de symbolique, là, vous êtes en train de me dire que dans votre inconscient, il y a quand même cette peur, à un moment donné, de tuer quelqu'un à votre insu, sans que vous en ayez conscience. Et oui. Donc, je lui ai demandé s'il avait vécu des événements dont il se souvienne, qui étaient potentiellement traumatiques, ou des accidents indirectement causés, qui aient pu causer un drame, etc. De son souvenir conscient, il n'en avait aucun. Et puis, je lui ai dit, alors, quand c'est comme ça peut être une mémoire effectivement transgénérationnelle, quelque chose que vous portez d'une génération soit au-dessus de vous, quelque chose même qui s'est produit dans votre petite enfance. Je dis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées quand vous étiez jeune? Est-ce que, voilà, encore une fois, on parle de mémoire émotionnelle que l'enfant inscrit dans l'inconscient parce qu'il n'a pas encore accès à ses souvenirs conscients. Et là, il me dit, mais écoutez, j'ai mon grand frère qui est décédé à l'âge de 6 mois et je ne l'ai pas connu parce que moi, je suis le dernier de ma fratrie de 4 enfants. Waouh. Et je me Mmh. souviens qu'avec mes parents, on allait tous les 6 mois à peu près au cimetière et on Mmh. allait se réunir sur la tombe mais de cet enfant, mais dont on ne me parlait jamais, parce que dans les Ah oui, années je vois. 60, au Mmh. moment où ça se produit, ben, hop, on préfère Non. ne pas dire, on pense que ça va Mmh. moins faire souffrir. Donc, il n'a pas pu, si tu veux, comprendre véritablement Bien sûr. il savait juste que c'était un grand frère qui était décédé. Il savait pas de quoi, il l'a appris plus tard, il m'expliquera comment. Et lui, ce dont il se souvient, c'est qu'il pleurait beaucoup quand il allait Ouais. sur la tombe de cet enfant. Il a compris ce qui s'était passé pour son grand frère le jour où son frère a eu un enfant qui était porteur d'une maladie rénale. Et les parents se sont mis à être très anxieux, très, très mal. Et donc là, il y a eu un peu une discussion familiale où les Mmh. parents ont pu dire que l'enfant décédé était décédé d'une maladie du rein, tu vois, le transgénérationnel. D'accord. Ah, Donc, OK. c'est là C'est que lui a incroyable. compris hein, que son grand frère était décédé d'une maladie du rein. Et alors, tiens-toi bien, il me dit, maintenant que vous le dites, docteur, je me suis construit avec l'idée que si j'étais pas née, il serait toujours vivant. Oh, ouais, c'est ça le message. Mmh. Je ne sais pas si tu connais cette petite comptine, tu sais, où les enfants disent ils étaient deux dans le nid, et il y a un nouvel oiseau qui arrive dans le nid, Oui, il y oui. a un oiseau qui tombe du nid, Oui, tu sais, oui, mais je crois que mon et fils en plus l'a eu l'oiseau, cette année. Oui, oui. hein, Ouais. tu Ouais. sais, c'est une comptine qui permet aux enfants d'apprendre à compter. C'est Donc ça? d'abord, il est tout seul dans le nid, mais Ouais. à chaque fois qu'il y a un oisillon qui arrive, il y en a un qui tombe du Il y en a un nid. qui tombe. Ouais, Tu vois, c'est vrai. cet homme s'est construit avec l'idée que s'il n'était pas né, son grand frère serait vivant. Vivant. Mmh. Mmh. Alors même qu'il est né longtemps après lui, mais Ouais, c'est comme ça, il s'est construit avec cette idée-là. Et je lui ai ouais. dit, donc là, vous venez de mettre le doigt sur le fait que inconsciemment, vous avez quand même potentiellement l'idée d'avoir tué votre frère. Bah oui, c'est incroyable. Et tu viens de décrire aussi pour le coup, alors certes, on était sur un cas qui était, en dehors de, ce qu'on peut, de ce dont on parlait sur l'esclavagisme et tout, mais pour le coup, ça met très bien en lumière, ces traumas en fait transgénérationnels que l'on porte et avec aussi comment dire? Cette lunette aussi, de l'importance aussi de la communication, pour nos enfants dès le plus jeune âge. Parce qu'il y avait de ça Exactement. aussi, en tout cas dans cette histoire que tu viens de nous révéler. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait plus dans le même contexte. Même si les parents n'y parviennent pas tout de suite parce que c'est très dur,
il y a tout un étayage social qui valorise le fait d'aider l'enfant à comprendre ce qui se passe en mettant des mots sur les faits. Les enfants, figurez-vous, sont bien plus aptes à vivre un deuil que les adultes parce que les enfants, ça s'observe très clairement jusqu'à un certain âge notamment. Après, Mmh, ça se complique, bien ils sûr. se névrosent un peu plus comme les adultes, mais en tout cas, jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, les enfants prennent la vie comme elle se présente. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore les schémas d'idéal. Ils n'ont pas encore construit ce qu'on va construire à partir de l'âge entre 8, 10, 12 ans. Euh, L'idéal, vous voyez. Par exemple, il y a beaucoup de parents qui me disent on s'est séparés et en fait, je remarque que mon enfant de 5 ans, bah, il vit beaucoup plus les choses spontanément et naturellement que mon gamin de 12 ans qui, lui, bah, fait le C'est deuil de la vrai, c'est famille vrai. Mmh. idéale. Alors que le gamin de 5 ans, ah bon, ce week-end, je vais chez maman. Ah bah très bien. Ah bah l'autre week-end, je vais chez papa. Ah bah ok. Et on ne se pose pas forcément les mêmes questions à C'est 5 vrai. ans parce qu'on n'a pas encore construit l'idéal familial. Et à 5 ans, quand on explique à un enfant, bah, dans la vie, on vit et on meurt, ça fait Mmh, partie de la vie, principe de exactement. réalité, il l'accepte beaucoup plus parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce qu'on est encore à cet âge-là dans la spontanéité de l'existence. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas éprouver du manque, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne va pas s'effondrer quand on réalise que papy, mamie n'est plus là. Mais sur le moment, on est beaucoup plus apte à vivre le truc, hop, dans la spontanéité, et pas à s'effondrer. Donc, j'invite les adultes à se dire, vos enfants vont vivre les choses de manière beaucoup plus simple que vous, souvent vous imaginez qu'ils ne le vivraient. Et c'est important de pouvoir, par contre, mettre des mots. Mais pour le faire, il faut déjà être soi-même un peu, Bien sûr, tu vois, émotionnellement bien apte à le sûr. faire. Donc, ne pas hésiter à Oui, déléguer, c'est-à-dire si c'est trop dur soi-même de mettre des mots, parce que soi-même on est perdu, hein, quand on perd un enfant, c'est pas évident de bien juger, sûr. mais dans ces cas-là, d'accompagner vers soit des proches qui peuvent Mmh, aider à mettre des mots, ou des thérapeutes, des c'est ça. personnes tierces hein, qui vont aider l'enfant à comprendre ce qui s'est passé. Donc oui, tu as raison, cette Mmh, situation que ce monsieur a vécue dans les années 60, aujourd'hui, elle ne se vivrait pas du tout de la même façon parce mmh. qu'entre-temps, bah, le travail de tous ces thérapeutes qui ont parlé de l'importance de mettre des mots, de nommer les choses, de ne pas rester dans les tabous et dans les non-dits, a fait son travail et on sait à quel point c'est hyper important de mettre des mots parce que finalement, la douleur, elle n'est pas tant issue de ce qui s'est passé, mais Mmh. du fait que ça n'ait pas été nommé, ça n'ait pas pu Exactement. Mmh. être inséré comme un souvenir conscient. C'est ça. Alors aujourd'hui, Jessica, et peut-être pour terminer aussi cet échange, tu œuvres essentiellement, en France ou ça t'arrive de retourner aussi, en Martinique ou en tout cas dans les Antilles aussi pour exercer? Alors, je n'exerce pas directement aux Antilles parce que, bah, pour l'instant, je suis sur, mon bassin de vie là en France hexagonale, mais j'œuvre, à travers des conférences, à travers des Ouais, c'est ça. lives. Mmh. Je fais des lives notamment avec, une danseuse formidable qui s'appelle Muriel Bédot, qui est aussi coach et qui Mmh. accompagne justement les personnes, en Martinique, elle travaille plus précisément, mais en Guadeloupe également, à être sur un cheminement de reconstruction. Mmh. Elle passe plutôt par la médiation corporelle et Ouais. du coup, on se complète bien. Donc voilà, on fait des lives ensemble. Là, on a pour projet d'organiser une conférence en réunissant justement différents intervenants, sociologues, thérapeutes, médecins, professionnels sur le terrain auprès des familles pour justement organiser un colloque autour de cette question de ce qui se transmet de génération en génération euh, Super. du Ouais. fait de notre histoire toute particulière. Donc voilà, et puis à travers donc mes investissements Mmh. dans l'émission Les Funérailles des Tabous que je vous Oui, invite je vais à aller relayer, voir. ouais. Mmh. Voilà, qui est une émission justement qui est là pour justement, mettre à plat les tabous qui peuvent parfois encore gangréner, Ouais. la communauté afrodescendante, mais qui est ouverte à toute personne intéressée par, bah, justement ce C'est qui peut se l'éveil. méditer. Ouais. Voilà. J'interviens également donc bah, après je suis en train de monter de plus en plus mon activité, d'accompagnante, personnalisée, de mentor pour des personnes qui ont envie d'atteindre certains objectifs et qui se sentent un peu, freinées. Voilà, donc je ne fais pas Et encore beaucoup de l'écriture d'un théâtre livre. J'ai bien et entendu aussi. et effectivement.
Ouais, effectivement. qu'on reste en tout cas à jour, mais de toute façon, dès qu'il sortira, je relayerai et je relayerai de toute façon, à la suite de la diffusion de cet épisode, bah, tous les liens là dont tu viens de nous décrire. Peut-être pour terminer en tout cas cet échange qui a été extrêmement riche et je te remercie vraiment Jessica. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pour ça que je Oui. vais renvoyer vers les différents lives aussi que tu fais parce qu'ils vont permettre aussi d'aller peut-être plus en profondeur aussi sur certains sujets, si en tout cas il y en a qui ont l'envie, et j'espère que cet épisode leur a donné l'envie d'aller en savoir, davantage. Peut-être que je te laisserai le mot de la fin, Jessica. Quel est le message, de fin que tu souhaiterais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent? Ben, je vais peut-être axer le mot de la fin sur, un peu une question, tu sais, de justement du positionnement aujourd'hui, ici et maintenant avec nos enfants. Qu'on soit afro-descendant ou pas, il va se rejouer dans notre lien à nos enfants, dans la manière dont on va mettre en place l'éducation, énormément de choses qui nous appartiennent de notre vie à nous, mais aussi qui appartiennent à notre passé, à la question transgénérationnelle. Et si j'inviterais les parents à une chose, c'est d'être à l'écoute des petites crispations qui vont se présenter et qui vont surtout se répéter. En gros, l'indice, c'est quelque chose qui se répète. Des difficultés dans nos vies, dans l'éducation, tout le monde en rencontre, voilà, et la plupart du temps, ça se règle, il n'y a pas de pathologique là-dedans. Mais quand il y a une situation qui vient vraiment se répéter, et que c'est gênant et qu'on a plus envie que ça perdure, là, c'est important de se dire, ah tiens, voilà, ça se répète à peu près toujours de la même façon, ça me gêne, ce n'est pas confortable. Qu'est-ce que ça peut avoir comme sens? Qu'est-ce que je vais y mettre comme signification pour dénouer le nœud? Parce que le risque, c'est que sinon, on s'emprisonne chacun en tant que parent et en tant qu'enfant dans un rôle qui en fait ne nous appartient pas vraiment et nous prive d'un lien beaucoup plus épanouissant. La maternité, la paternité, le fait, et l'enfance. Aujourd'hui, on est dans une société où normalement toutes les conditions extérieures sont réunies pour que ce soit vécu de manière assez épanouissante et Oui. bienveillante. Mmh. Donc, quand il y a des violences qui perdurent, quand il y a des symptômes qui apparaissent et qui sont gênants, posez-vous la question, c'est peut-être un héritage transgénérationnel. Et si je devais citer voilà, des exemples de ce que j'ai retrouvé dans ma thèse, par exemple, déjà on s'est rendu compte que tous les parents qui utilisaient encore la violence auprès de leurs enfants étaient des parents qui en avaient subi. La grande différence entre ceux qui l'avaient subi et qui la reproduisaient, ou ceux au contraire qui décidaient de ne pas la répéter, eh bien c'était le fait d'avoir remis en question la figure parentale, d'avoir pu se dire, moi j'ai subi ça, mais j'ai pas forcément envie C'est que vrai. mes enfants le Ouais, subissent. Je vais c'est vrai. Mmh. chercher des alternatives, très Oui. important, parce que Mmh. j'entends beaucoup le c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme Non, ça que c'est bien. la nuance là-dedans, ouais, est importante, ouais. Mmh mh. Voilà, chercher des alternatives, revenir à des sources plus ancestrales, observer comment dans les cultures qui sont beaucoup plus connectées à la nature que nous, on élève les enfants. C'est magnifique. Oui, Très peu de violence, très très ouais. peu de violence dans ces sociétés-là. Très peu de Ah mais c'est violence. merveilleux. En plus, vraiment c'est très fort et en plus terminer avec ce message qui, moi, est aussi, l'essence aussi de ce podcast, je pense que c'est très fort et en tout cas, Jessica, vraiment merci pour tout ce que tu as pu semer parce que ce sont des graines aussi que tu as semées là, tout au long de cet échange et merci pour ta disponibilité et pour ta confiance Avec et plaisir. puis, j'ai hâte d'avoir aussi ton livre pour, voir en tout cas de plus en détail cette étude dont tu nous as parlé et qui a été, le fruit aussi, de tout ce cheminement, que tu portes et toutes ces connaissances que tu as jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci infiniment Jessica pour tout ça. Avec un grand plaisir et puis j'espère que voilà, vous avez été inspirés par ce qui a été dit dans cet épisode. C'était un plaisir pour moi Marion, j'espère qu'il y en aura de nouveaux et puis, Vraiment, je et l'espère puis on vraiment et on se recontactera pour la sortie de ton livre, comme ça on aura un focus aussi peut-être sur voilà, cette étude. Ça peut être vraiment super. intéressant. Je te remercie en tout cas Jessica, je te souhaite bonne Allez, à continuation bientôt. et bon courage aussi dans tout ce que tu entreprends, pour, Merci. cette cause qui est très noble en tout cas et dont on a vraiment besoin. Donc merci pour cet éveil. Merci beaucoup Marion. À bientôt à vous À bientôt. et soyez nombreux. Au revoir. Merci Jessica. Mama, merci pour ta fidélité.
et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.